Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Ouverture à Paris ce lundi du colloque international sur le génocide contre les Tutsis au Rwanda avec comme thème savoir, sources et ressources sur le génocide perpétré contre les Tutsis. La recherche en actes. Chercheurs rwandais et français vont poursuivre dans cette seconde session les discussions et échanges dans la même configuration avec une inflexion particulière accordée à la jeune recherche et ses travaux aussi bien au Rwanda, en France, que dans le reste du monde, portant sur le génocide contre les Tutsis. Patrick Nilidandine fait le point. Les chercheurs et historiens rwandais et français se retrouvent donc à Paris en France, à la prestigieuse Université de Sorbonne, pour participer à la deuxième session du colloque international sur le génocide des Tutsis au Rwanda. La session de Paris, portée conjointement par la même équipe rwandaise et française, se propose de placer l'étude du génocide des Tutsis sous différentes approches. Son étude comme génocide majeur du XXe siècle, avec l'ampleur encore mal connue de ses conséquences en Afrique, en Europe et pour le monde. Ses dimensions religieuses, sociales, politiques et la réflexion sur l'État et les organisations, ses savoirs portant sur le traumatisme, la reconstruction et la résilience. La connaissance du négationnisme, de l'impunité et de la réponse pénale. Les liens étroits avec les savoirs de la recherche, leur pouvoir de vérité et leur transmission dans le public, notamment par l'enseignement secondaire et supérieur, les formes et les modalités de préservation et de l'institutionnalisation de la mémoire. Le président du BUCA, Dr Philbert Gakwenzile, chercheur à l'Université du Rwanda, revient ici sur les différents thèmes de cette session. Aujourd'hui, nous venons d'inaugurer le colloque d'ici à Paris et il y a plusieurs thèmes à être abordés, et que ce soit sur le côté de l'histoire, les recherches historiques doivent être menées et ceci a été aussi mis sur le programme. Il y a des questions qui concernent aussi la justice dans le sens global, mais aussi pour la question qui nous préoccupe aujourd'hui, dans certains suspects du génocide qui se retrouvent, que ce soit en France ou ailleurs. Mais aussi, il y a des questions aussi d'ordre pédagogique et méthodologique qu'il faut vraiment bien aborder, puisque, comme je l'ai déjà dit, ce que nous faisons, c'est pour mettre à la disposition de la matière à être enseignée à plusieurs niveaux de l'école primaire, du secondaire et de l'université. Et là aussi, ça se trouve sur le programme. Mais aussi, il doit être discuté de la pérennisation de notre présence actuellement, les raisons pour laquelle on doit aussi, et ça a été évoqué, discuter sur un cadre institutionnel qui doit porter toujours des recherches sur le génocide des Tutsis. Et ce cadre, cette institution, ce centre, doit se situer au Rwanda et en premier lieu à l'Université du Rwanda. Dr Philbert Gakwenzile a également évoqué les attentes des chercheurs rwandais par rapport à cette session de Paris. Les deux sessions, que ce soit la session de colloque qui a eu lieu au Rwanda l'année passée, en septembre 2022, et que ce soit le colloque actuel, sont issus de bonnes ententes entre nos deux pays, le Rwanda et la France, mais surtout avec le rapport du clerc qui a essayé vraiment de bien scruter des responsabilités de la France. Et à partir de là, il a été suggéré par des autorités politiques, mais en même temps aussi les académiques, qu'on essaie d'aller au-delà même du rapport pour étendre des recherches sur le génocide des Tutsis, que ce soit pour ce qui concerne la France, mais en même temps tout ce qui a concerné la préparation, l'exécution et les conséquences du génocide commis contre les Tutsis, parmi donc ces conséquences, il faut aussi souligner qu'il y a le négationnisme qu'il faut combattre par les deux recherches. Et donc on nous attend de ça, qu'il y ait cette collaboration scientifique pour dégager des connaissances collectives et au niveau international, parce que le génocide a supprimé les Tutsis, mais en même temps, c'est un fait historique et en même temps qui se situe
au niveau international. Donc la communauté internationale est aussi engagée. Dans ce moment des circonstances, le ministre rwandais de la Justice, Emmanuel Ugirashewuja, s'est félicité des conclusions du rapport du clerc qui a permis aux deux pays, le Rwanda et la France, d'assainir les relations sur plusieurs plans, car il a permis de faire la lumière sur les responsabilités de la France que ce rapport a qualifiées d'accablantes dans les génocides perpétrés contre les Tutsis au Rwanda. En ce qui concerne la mise en place du centre qui fera le suivi de ces recherches, le ministre de la Justice a indiqué que le Rwanda souhaiterait que ces centres soient basés dans le pays. De son côté, la secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Europe des Affaires étrangères chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux en France, Madame Chrysoula Zacharopoulou, n'a pas pu contenir ses larmes lors de ses discours lorsqu'elle a évoqué le génocide des Tutsis, une tragédie l'une des plus graves du XXe siècle. Elle a aussi déclaré qu'il ne saurait y avoir de paix durable sans une justice équitable pour les victimes. Elle a ainsi remercié le gouvernement rwandais qui a dépêché à Paris les ministres de la Justice, signe de l'intérêt que porte le Rwanda à cette session de Paris du colloque international sur le génocide des Tutsis du Rwanda, avec comme thème « Savoir et ressources sur le génocide perpétré contre les Tutsis, la recherche en acte ». Depuis l'université Sorbonne à Paris, Patrick Nilidanti pour la télévision rwandaise. La campagne de vaccination contre la poliomyélite chez les enfants de 7 ans et moins a débuté ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit de la deuxième dose et le centre biomédical du Rwanda annonce qu'après cette campagne qui sera clôturée, donc va poursuivre selon le protocole habituel. Kassim Youssouf nous en dit plus. À partir de ce lundi jusqu'à vendredi prochain, l'activité de vaccination de masse sera réalisée dans tous les villages du pays, procédé qui, selon le centre biomédical du Rwanda, donne des résultats satisfaisants. Le programme de vaccination sera réalisé en 2 catégories, mais les activités de vaccination régulières se poursuivront comme d'habitude parce que nous ne fournissons qu'un seul type de vaccin qui est celui contre la polio, c'est-à-dire que les enfants qui reçoivent le vaccin contre la poliomyélite peuvent toujours recevoir d'autres vaccins selon le schéma de vaccination habituel. Après cette deuxième dose, il n'y a pas d'autres qui sont prévues, même pour les nouveau-nés ou ceux qui n'ont pas pu être vaccinés suite à diverses circonstances. Le programme en charge de vaccination à l'Organisation mondiale de la santé OMS indique que le vaccin est inoculé par gouttelette au lieu de l'injection parce qu'on tient compte de la voie de transmission de la maladie. Il existe des maladies qui sont contractées par la voie digestive. La meilleure façon de les prévenir est d'administrer le vaccin par gouttelette. La poliomyélite est causée par une mauvaise hygiène, la mauvaise façon de se laver les mains, et cela peut conduire à de telles maladies. C'est pour cette raison qu'il est préférable de prévenir la maladie en administrant le vaccin par voie digestive. Il y a 7 ans que l'Organisation mondiale de la santé avait arrêté l'administration des gouttelettes de vaccins contre la poliomyélite de type 2 qui était éradiquée partout au monde et qu'on se servait seulement de vaccination par injection. Depuis maintenant 6 ans, 8212 familles sont installées dans des villages modernes un peu partout sur le territoire national. Elles disent que leur bien-être s'améliore davantage et n'ont plus peur du lendemain parce qu'elles ne sont plus préoccupées de vivre dans des zones à risque. Kassim Youssouf. 4 ans se sont écoulés depuis que 240 familles ont été relocalisées dans le village moderne de Karama, en district de Nyarugenge. Elles sont heureuses parce qu'elles ne se font plus de soucis. Je dirais que ceci est une résurrection. Nous sommes arrivés ici et nous avons trouvé des maisons bien solides. Vous voyez cette brique? Je ne peux pas avoir de l'argent pour l'acheter à Ruriba et me construire une maison.
Bien que Mukantabana semble encore jeune, elle est une grande mère. Nous n'avons plus de soucis, Son Excellence, notre président de la République y a beaucoup contribué. Lorsque j'étais encore là-bas, mon poids était de 38 kilos au maximum. Maintenant, parce que je n'ai plus de soucis, je me rajeunis. Habamenshi Claver résidait à Gitikinyoni dans une zone à risque et des intempéries ont détruit sa maison, emportant la vie de 3 personnes qui étaient ses locataires. Il réside maintenant dans le village moderne de Karama. Nous sommes arrivés et la route a été par après macadamisée. Notre quotidien est paisible, la santé est bonne et nous n'avons aucun problème. Ce que nous devons faire, c'est subvenir à nos besoins alimentaires et venir dormir paisiblement. L'eau est disponible à l'intérieur, nous avons accès à l'électricité. Et quand il pleut, c'est le matin que nous nous en rendons compte. Les changements pour les habitants des villages modernes sont perceptibles un peu partout sur le territoire national. J'ai été bien accueilli ici. Je remercie le président Paul Kagame car il connaît les orphelins et les veuves. Il se préoccupe du bien-être de ses concitoyens rwandais. Vous connaissez l'hôtel Serena? On dirait maintenant que je suis dans un petit Serena et je remercie notre président qui se soucie du bas peuple pour le tirer de la pauvreté. Lorsque je suis allé dormir, je me suis senti comme si j'étais sur une balançoire et j'ai dit aux enfants que je préférais dormir à même le sol pour ne pas tomber et ils m'ont dit qu'ils vont me mettre entre eux. Ça a été pour moi très impressionnant et dans un laps de temps, les enfants me disaient que la nourriture était prête. Les infrastructures telles que l'électricité installée dans les villages modernes sont une opportunité pour les jeunes qui, pour certains, peuvent maintenant réviser les cours sans problème. Dans la plupart des villages modernes, on y pratique l'élevage des poules à chair et des vaches à lait. Lorsque ces projets sont bien gérés, le bénéfice est partagé entre les habitants. Le revenu généré par mois est d'au moins 14 millions et avec un capital initial de 11 millions, notre profit est d'environ 3 millions de francs rwandais. En 2016, lorsque le village moderne de Rweru en district de Bugesera a été inauguré, le président de la République, Paul Kagame, avait alors indiqué que le citoyen ne devrait pas être stupéfié par le fait d'avoir des bonnes choses. Les gens parviennent à avoir accès aux biens de première nécessité qu'ils devaient normalement avoir et qu'ils comprennent que c'est leur droit d'en disposer et comprennent également que ce n'est pas extraordinaire qu'ils puissent les avoir à leur disposition. Ce n'est pas extraordinaire d'avoir accès à l'eau potable. Ce n'est pas non plus extraordinaire d'avoir un logement où vivre et ainsi éviter d'être mouillé par la pluie pour ne pas dormir à la belle étoile et les problèmes connexes à tout cela. Depuis maintenant 6 ans, 124 villages modernes ont été construits un peu partout sur le territoire national et ont accueilli 8272 familles. Dans chaque province et la ville de Kigali, 2 villages modernes au niveau national ont été construits. Les villages au niveau national et de district en province du Sud sont au nombre de 41 et ont accueilli 1945 familles. En province de l'Ouest, 26 villages modernes avec 1650 familles. En province de l'Est, 23 villages avec 1710 familles. En province du Nord, 3 villages modernes avec 1147 familles.
et 5 dans la ville de Kigali avec 1820 familles. Place maintenant au développement socio-économique dans un angle culturel et créatif. Nous sommes au studio avec Eric Kilenga, un artiste rwandais, pour parler de l'industrie culturelle et créative dans le développement socio-économique. Bonjour Eric. Bonjour Amandine. C'est Eric Sol, tout le monde vous connaît comme Eric Sol, mais c'est Eric Kilenga. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bien sûr, dès qu'il faut parler des industries créatives, je suis toujours là, je suis toujours présent. Ouais. Et il y a 4 jours, il y avait un festival organisé par African Colors qui a rassemblé plus de 15 pays, donc représentés par des artistes de tout genre africains, dans le cadre de voir comment cette industrie peut contribuer pour le développement socio-économique. Vous, personnellement, donc, pourriez-vous nous dire ce que représente pour vous un festival pareil ? Donc, déjà, il faudrait commencer par les définitions. C'est vrai que le African Colors est venu sous le thème d'un festival, mais ce que vous avez expérimenté, parce que vous étiez là, dont vous avez été témoin, c'était vraiment un marché de professionnels de la musique. Donc il y avait des symposiums, il y avait des conférences, il y avait des échanges, il y avait des opportunités pour les jeunes de pouvoir présenter leurs projets à des professionnels des industries créatives et culturelles. Comme vous l'avez dit, ils sont venus du monde entier, ils sont venus d'Afrique, du Sud, d'Afrique de l'Ouest, de l'Europe, des États-Unis, d'Asie, du Canada. Tous des professionnels qui ont l'habitude de se rencontrer dans ce genre de salon de professionnels pour échanger, faire des business et pousser un petit peu l'agenda des industries créatives dans le monde avec leurs idées. Et ce que African Colors a réussi à faire, qui est quand même un gros exploit, c'est de pouvoir réunir toutes ces personnes en même temps, sous le même toit, pour pouvoir échanger leurs idées à propos des outils et des systèmes pour faire avancer les industries créatives en Afrique spécifiquement et spécifiquement pour le Rwanda. Voilà, alors il y avait des attentes que vous aviez vous personnellement par rapport à l'expérience. C'est quoi votre commentaire? Est-ce que les attentes ont été satisfaites ou bien c'était comment l'expérience? Mais moi, je suis un peu, je suis pas la bonne personne pour demander ça parce que je suis déjà habitué depuis de nombreuses années à aller dans des salons, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit au Zimbabwe, au Malawi, Ouganda, Kenya et même en Europe, Danemark. Je sais que c'est hyper important de pouvoir créer des salons de professionnels, des professionnels de la musique, et là, dans ce cadre-là, des professionnels des industries créatives et culturelles. Sans vous couper la parole, là, c'est dans le sens de l'éducation de la génération qui va suivre, donc c'est dans ce sens. Est-ce que c'était vraiment, les participants ont pu être à l'aise de faire ce transfert de connaissances? C'est tout gagnant à tous les coups, parce que l'envergure d'un événement pareil peut partir avec les moyens du bord, comme ça peut être développé au niveau national où on a vraiment des professionnels des industries internationales qui débarquent et les échanges et les résultats qu'il y a par rapport à ça, les accords qui peuvent se faire entre le niveau privé et public et politique est hyper important. C'est une envergure dont on ne réalise pas trop le but quand on ne connaît pas. Mais les salons de musique de professionnels, c'est hyper important pour le développement socioculturel d'un pays, pour connaître les outils qui ont marché dans d'autres territoires et pouvoir les appliquer ici, qui puissent accélérer le GDP. Il faut quand même se souvenir que les industries créatives dans les pays européens, occidentaux développés, avec des systèmes en place et un écosystème qui fonctionne, ça contribue quand même entre 6 et 12% du GDP national de ces pays-là. Ici en Afrique, quand on fait le répertoire, on est plus de 1 milliard 200 millions d'habitants, et la contribution des industries créatives et culturelles ne contribue à peine 1%. Donc on est vraiment très loin du compte, mais pourtant le paradoxe, c'est qu'on consomme tous des produits culturels, que ce soit la musique, que ce soit les vidéos, que ce soit des films, de la fashion, de l'art. On consomme énormément, mais voilà, il y a quand même une différence entre l'investissement et les résultats au niveau de la création de jobs. Il y a un gros écart, quoi. Donc ce genre de salon crée les opportunités pour pouvoir avoir des conversations entre les professionnels, le secteur privé et le secteur public. Partant de votre commentaire, donc cette collaboration, il y avait également la présence de l'Office rwandais de développement et aussi l'Académie d'héritage rwandaise. Donc,
Maintenant, il y a une protection pour la propriété intellectuelle. Vous, personnellement, comment pensez-vous, avec votre don ou bien votre art, il y aura un moment, comment vous allez transférer à la génération prochaine? Mais aujourd'hui, quelle est votre contribution, si on parle de vous, personnellement? De moi, personnellement, si je dois être spécifique, j'étais impliqué dans une des grandes affaires qui a un peu secoué le copyright. Je crois que c'était en 2012-2013, il y a eu un précédent ici au Rwanda, donc je faisais partie de l'équipe qui a demandé un petit peu comment ça se passe au niveau des copyrights, de l'exploitation de la Artiste? propriété intellectuelle. Donc c'est le plus important dans le schéma, dans l'équation. Quand on regarde, c'est le plus important, c'est vraiment protéger et pouvoir commodifier, comme on dit, les propriétés intellectuelles, c'est-à-dire les idées de ces artistes, que ce soit au niveau du fashion, que ce soit au niveau du design, que ce soit au niveau de la musique, aussi au niveau de l'art. Il faut pouvoir protéger les idées parce que les idées sont intangibles, mais se transforment en résultats tangibles quand on va dans le commerce, quand on va dans le packaging, quand on va dans la distribution de produits culturels. Voilà. Donc c'est hyper important de pouvoir diversifier les revenus. Et là, ça implique les taxations, ça implique les policies, ça implique le statut des artistes dans la société. Un artiste, est-ce qu'il a une assurance? Est-ce qu'il a une couverture médicale? Est-ce qu'il peut prendre des emprunts à la banque pour pouvoir travailler? Donc le statut social, la taxation, les propriétés intellectuelles, c'est hyper important pour le développement de ce secteur. Merci beaucoup. Vous venez de mentionner quelque chose de très important maintenant. Il y a ceux qui sont en train de nous suivre mais qui n'étaient pas présents au festival. Il y a eu surtout l'éducation au bas âge. Donc il y a des gens, même des parents, qui ne sont pas en train d'encourager leurs enfants alors que ces enfants, parce que c'était question de voir qu'est-ce que tu as comme talent qui peut contribuer au défi global. Donc utilisant ce que tu fais comme artiste, étant artiste, quel message pourriez-vous donner aux parents qui nous suivent ou bien aux enfants qui sont découragés, qui sont en eux, qui ont des talents mais qui ont peur dans la société, parce que vous venez de mentionner le statut social et tout ça. Voilà un message pour ceux qui nous suivent, pour les encourager. Le message, je ne m'inquiète pas trop pour les jeunes d'aujourd'hui, parce que les jeunes d'aujourd'hui, post-94, c'est des enfants qui ont 25 ans, 24 ans, 23 ans, et je suis toujours absolument impressionné par le... Ils n'ont pas peur, ils n'ont peur de rien, ces gens-là. Ils ont leur téléphone, ils ont accès à l'Internet. Ce qu'ils voient sur leur tablette, sur leur téléphone, sur leur ordinateur, s'ils veulent reproduire ça, ils vont utiliser tous les moyens qu'il faut. Même si on n'a pas les structures éducationnelles, même si on n'a pas les salles de danse, même si on n'a pas les professeurs, même si toutes les infrastructures nécessaires pour pouvoir émanciper, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir passer de la connaissance technique et... à ces talents innés pour pouvoir les exploiter, même s'ils n'ont pas accès à tout ça. Ça commence doucement, il faut quand même être un peu optimiste aussi. On a des écoles, on a des centres pour les jeunes, on a des studios de danse qui sont faits et tout. Mais c'est vrai que cette génération-là, je m'inquiète moins pour eux, mais c'est plus important pour le leadership, les gens qui s'occupent des policies, qui s'occupent des investissements, de se rendre compte de ce potentiel et de pouvoir tracer les autoroutes, tracer les voies, les déblayer pour que ces talents puissent se faire exploiter. Donc, c'est-à-dire il faut encore revenir aux policiers, à la politique, le désir politique. Il faut revoir les taxations, il faut revoir l'accès aux investissements, l'accès aux finances pour les jeunes, qui puissent exploiter leurs talents. Ils exploitent leurs talents, on peut voir les résultats maintenant. Mais maintenant, est-ce qu'ils peuvent prendre leurs talents au-delà des frontières rwandaises? Est-ce qu'ils peuvent être compétitifs au niveau global? Est-ce qu'ils peuvent devenir comme Burna Boy? Ou est-ce qu'ils vont rester dans un stage de reconnaissance nationale sans pouvoir avoir des conversations avec les voisins dans la région ou sur le continent ou même international? Donc c'est ça l'important. Merci beaucoup Eric Sol. Je vous en prie, Abandi. Avant de vous laisser partir, j'aimerais vous demander qu'est-ce qui fait votre fierté en très peu de mots? Aujourd'hui, en tant qu'artiste, aujourd'hui, vous avez un long parcours. Qu'est-ce qui fait votre fierté? Qu'est-ce qui... Ah oui, non, mais ça c'est facile. Tout ce que je fais de moteur, c'est mon héritage. Oh, wow. J'étais partout, j'étais dans beaucoup de concerts, beaucoup d'événements dans le monde. J'ai vu beaucoup d'artistes, beaucoup de disciplines. Et quand je vois notre héritage, quand je vois ce qu'on fait, quand je vois comment notre expression culturelle se manifeste, je me dis, mais on est les meilleurs du monde. Mais les gens ne le savent pas encore. Ouais. Merci beaucoup, Eric Sol. Je vous en prie.
On continue avec l'actualité, place maintenant avec le début de la petite saison de pluie au Muhindo. Ceux qui habitent encore dans les zones à risque dans la ville de Kigali sont invités à urgemment prendre des mesures fermes qui les protégeraient contre les catastrophes naturelles qui pourraient être provoquées par la pluie au cours de cette petite saison de pluie, d'autant plus que le service météo indique que les précipitations seront abondantes. Kassim Youssouf. Ceux qui vivent dans des maisons de location situées en zone à risque disent que c'est par manque de moyens qu'ils s'y installent et c'est au moment où certains propriétaires de ces logements affirment avoir commencé à mettre en exécution les mesures du gouvernement de renforcer les toitures des maisons et de creuser des fosses de récupération d'eau de pluie. Souvent, les logements de location abordables sont situés là au sommet et on trouve qu'on ne peut se permettre de les louer ici tout près de la route parce que c'est difficile, ce qui fait qu'on préfère aller habiter là-haut. C'est donc sensibiliser mes voisins pour qu'ils creusent des fosses qu'on peut couvrir et cette fosse ne doit pas être très profonde, mais juste 10 mètres, comme le demande le service public. Je l'ai déjà creusé chez moi et il ne me reste que la couverture. Les statistiques de la ville de Kigali en ce qui concerne l'habitat révèlent que 85% des 3131 familles qui devaient être déplacées des zones à risque sont des locataires alors que 15% des foyers appartiennent aux propriétaires qui devraient être relogés des zones à risque avant que les précipitations ne soient pas abondantes. L'on compte notamment dans le district de Kichukiro environ 140 foyers en location devant être relogés et des familles qui seront aidées à s'installer ailleurs. En mai cette année, environ 130 personnes ont perdu la vie et environ 300 milliards de francs rwandais sont nécessaires pour réparer les dommages que les intempéries ont causés dans tout le pays. Le ministère en charge des situations d'urgence indique qu'il exhorte les Rwandais à se prémunir contre les intempéries qui pourraient être provoquées par de fortes précipitations prévues et qu'il est de toutes les façons prêt à intervenir. Maintenant, nous nous préparons contre toute situation que les précipitations de la petite saison des pluies pourraient provoquer. Nous avons en effet des dépôts dans différentes parties du pays et nous vérifions que le contenu est suffisant et sur le budget prévu, nous examinons s'il y a lieu d'ajouter quelque chose dont on pourrait se servir en situation d'urgence. Nous sommes prêts à toute éventualité. Les statistiques du ministère en charge des situations d'urgence révèlent qu'environ 7961 situations d'urgence survenues au cours des 5 dernières années depuis 2018 ont emporté la vie de 1209 personnes. Le ministère en charge des situations d'urgence et la ville de Kigali poursuivent l'activité qui consiste à prévenir ceux qui vivent encore dans des zones à risque et les invite à prendre des mesures solides pour les protéger contre les intempéries qui, selon les prédictions du service météo, pourraient être provoquées par de fortes précipitations. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité d'aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je vous souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. J'étais avec Amandine Dikouma Savo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.